illégal, j'allais dire inconstitutionnel, anticonstitutionnel. Mais mes propos sont tombés dans une effervescence politique où les calculs n'étaient pas tournés sur le Mali, mais vers les personnes qui se sont présentées aux élections et qui voudraient qu'on dise qu'Ibeka n'est pas élu et qu'on dise par exemple Soumaïla président. Ce jour-là, mes propos n'ont pas eu d'écho comme cela se méritait et pourtant c'était l'élite politique du Mali. Ils ont minimisé ces propos. Il y a même eu presque comme une séparation parce que j'ai dit à un moment, si vous votez cette loi, ne me demandez pas d'aller marcher. Ils l'ont voté, ils m'ont dit d'aller marcher, j'ai dit non. Je reste cohérent. Et depuis, cette élite politique, sous la direction de chefs de parti, ils ont organisé mon éjection du FFD. On veut l'union sacrée. Mais comment le faire quand on ne peut pas entendre une voix dissidente? La question, M. Choguel, je la pose. Maître Moutagata, je la pose. J'étais avec vous quand j'ai été exclu. Et on veut parler d'union sacrée. Franchement, j'ai rencontré Choguel, il est venu chez moi. Il m'a rapporté tout ce qui s'est passé. Mais c'est sa personne qui l'a fait. La structure à laquelle il appartient n'a jamais voulu m'embellir. Maintenant, le deuxième tour de ce combat, parce qu'on va prendre la loi organique, on me rappelle au FFD, on me dit qu'il faut prendre la loi organique, il faut l'étudier, il faut encore dire qu'on a violé la Constitution. Mais c'est quoi ça? C'est de l'autisme ou quoi? C'est insupportable lorsqu'on est responsable et lorsqu'il faut faire appel au peuple malien, on s'oublie un peu. On s'oublie dans ses combats personnels, dans ses ambitions personnelles. On fait appel au peuple malien. Dans l'union sacrée appelle justement que nous soyons modestes et que nous soyons comme du bois passé sous vraiment l'œuvre des menuisiers qui va rapporter tout ce que nous avons d'aspérité personnelle. Là, je veux bien être une planche et qu'on me rapporte au même niveau que les autres et que nous parlons au même niveau que les autres. J'ai envie donc de dire que l'accord va être difficilement applicable. Aujourd'hui encore, et dans une circonstance aussi difficile, il n'y a pas un juriste, encore moins un service juridique à la présidence de la République du Mali, dans un contexte où on parle de résolution des Nations Unies, d'accord, de participation de la CEDEAO, de l'aménagement et tout. Ce n'est pas étonnant que ce soit l'aménagement qui dicte le tempo. Est-ce que l'aménagement veut jouer ce rôle? Peut-être pas, mais la nature a horreur du vide. Les services du Premier ministre, c'est pareil. En gros, l'administration malienne, elle sait qu'elle a toujours été. Elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. C'est une administration tout simplement qui est là pour faire le culte des chefs qui sont là, afin que ces chefs distribuent des prébendes à ceux qui applaudissent. L'administration malienne n'a pas changé. Ça fait des années que c'est comme ça. On fait le culte du chef. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. S'il trébuche, disons-le que non, ce n'est pas lui qui a trébuché. On n'a rien vu du tout. S'il est défaillant, ce n'est pas lui. Mais alors, vous voulez que notre État n'aille pas en faillite lorsque nous refusons de prendre toutes nos responsabilités devant nous, devant nos enfants, devant notre pays et devant l'histoire. Le Mali a toujours eu des hommes qui l'ont fait, mais lorsqu'il s'agit du pouvoir, même le pouvoir religieux au Mali est devenu suspect, sinon énigmatique dans sa vocation religieuse. C'est la bousculade au portillon du pouvoir
pour être avec le chef de l'État, non pas pour aller faire des prières sur les lieux où les gens sont morts, mais pour recevoir dans les mosquées des centaines de millions, soi-disant qu'on fait des prières pour les morts, mais les victimes sont abandonnées à elles dans leur dénuement le plus total, et cela n'a même pas l'air de choquer, parce que ces bonhommes-là sont là, leur préoccupation, c'est d'être vus à la télé à côté des chefs de l'État. Franchement, l'accord, disons qu'on va l'appliquer, mais nous sommes en train de tomber dans le même travers que lors de la contestation de la réforme constitutionnelle il y a 2 ou 3 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un référendum? Référé au domicile, référé à la maison, référé donc aux citoyens. Référendum. C'est pourquoi, si on ne réfère pas à la maison et au domicile, et on vient à la maison et au domicile de dire oui ou non, ils sont en droit de se dire, mais on va dire oui à quoi et non à quoi. Donc nous ne disons pas oui. Nous ne disons pas non. On n'est pas d'accord puisqu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés de l'accord. Ils ne savent pas ce qu'il y a là-dedans. Ils ne savent pas la partie de la Constitution qu'on va enrichir ou supprimer. L'ajout, quelle est la valeur, la dividende politique de l'ajout? Ce qu'on enlève, quelle est la valeur, la dividende politique de ce qu'on enlève? Ah oui, un peuple informé a droit à son référendum, mais un peuple tenu à l'écart de l'information ne doit pas faire un référendum. C'est ça la question. Quelle est l'information qui en a été donnée? Les maigres passages de quelques visages un peu attristés et compris à la télévision qui parlent d'une chose dont ils ignorent tout, des juristes de pacotille, je le dis, qui sont là pour nous faire croire ce qu'ils n'ont pas compris. Non, moi je dis que je suis un juriste et je dénie à ceux que j'ai entendu d'être des juristes. Bathily assume, on va dire qu'il se vante, je me vante, pourquoi pas? Je ne suis pas là pour consommer du n'importe quoi dans mon pays, avec tout ce que j'ai appris dans ma vie, avec mon expérience. Non, je ne consommerai pas. C'est pourquoi, avant toute chose, quels que soient les délais des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de la MINUSMA, de Barkhane, et j'en passe, qu'ils respectent mon droit d'être informé de ce qui va gérer ma vie, qu'ils le respectent, et c'est à moi de définir l'agenda de la réforme, et non eux, et non le gouvernement si je ne suis pas informé. Alors, commençons par l'information, commençons par partager. Ce n'est pas un conglomérat dans une sorte de conclave de désignation des papes qui va nous sortir quelques écrits, le travail légiste de la Constitution, prendre des mots, les mettre les uns sur les autres, créer des articles. Moi, Bathily, je ferai cette réforme en moins de 48 heures, je vous le jure, je n'aurai pas besoin de ces juristes-là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de dire à ce peuple, je vais être amené à changer notre accord. Le contrat social qui crée le Mali, c'est la Constitution. Donc si je touche ce contrat, voilà ce que je vais toucher et pourquoi je vais le toucher. Ce que j'apporte, voilà la dividende politique, c'est la paix. Pourquoi c'est la paix? Pourquoi ce ne serait pas la cassure? Pourquoi ce ne serait pas ceci? Qu'on nous prouve cela d'abord, qu'on nous le prouve. On nous dit d'un côté, c'est pour la paix, de l'autre on nous dit, oui mais le prix à payer, ça va être la division du Mali. Est-ce que ce sera la paix, la division du Mali? Peut-être pas. Donc moi je dis, et je vais vraiment m'arrêter parce que je ne fais pas une conférence bis. Je voudrais dire que, à l'heure où nous sommes, l'union sacrée entre la classe politique du Mali et le peuple du Mali est une exigence de l'histoire. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Notre gouvernance doit refléter cette union sacrée-là. Elle ne doit pas favoriser l'entrisme de quelques dissidents, de quelques individus dans un gouvernement pour nous dire que cela fait à la suite d'un dialogue politique. Ce dialogue, il est trop maigre, il est affamé et il ne pourrait pas marcher. Je voudrais donc que la classe politique
aussi se résolvent à résoudre ses propres contradictions par rapport au choix du pays et non de leur leadership. Parce que leur leadership leur est plus important que le choix du pays. Moi, Bathily, je n'entrerai pas là. Je ne les suivrai pas. S'il faut que je sois dissident, mon union ne sera pas cette union-là. Je la dénoncerai. Cette recherche de leadership, je la dénoncerai. Mais pour autant, je suis pour l'union sacrée. Je ne veux aucun rôle premier là-dedans, moi. Je ne veux pas en être le responsable. Je ne veux pas en être le leadership. Je vais suivre, je vais contribuer avec ce que je sais faire. Mais qu'on crée la chose. Et que les leaders là, qu'ils s'effacent, qu'ils nous laissent travailler. Trouver un leader qui n'est aucun d'entre nous, moi je marche. Il est temps que nous sortons de cela, ça a trop duré. Lorsque nous parlons, on nous dit que nous stigmatisons le mouvement démocratique. Nous n'étions pas dans un mouvement démocratique. Ce mot a été galvaudé et utilisé pour renvoyer du pouvoir Moussa Traoré. Mais la pratique qui a été faite est des plus funestes pour la démocratie. Ça a tué la démocratie. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Je vous remercie et merci pour cette présentation. Avant de poursuivre, il y a deux véhicules qui bloquent la sortie de notre voiture. Pour poursuivre, je voudrais, puisque nous disent que l'oublier le gardien de la mémoire, je voudrais saluer la présence de Maître Tal dans la salle. Le maître de cérémonie s'évertue à ramasser quand les propos ne sont pas clairs, et vous comprenez que les propos sont un peu plus clairs. Donc on poursuit la liste des intervenants. Sac du RFM, vous avez la parole. Être très bref, je serai très bref, mais ne pas être à cette rencontre, c'est être lâche et être ingrat. Docteur Sobel Kogala Maïga, qui est en face de vous aujourd'hui avec le professeur Sengaré, je ne sais pas comment ils se sont connus. En tout cas, vous faites un duo infernal parce que moi j'ai un peu lu le livre, je n'ai pas encore fini de le lire et je vais continuer à le lire. Et ce qui m'a conforté d'être là, sinon j'ai plus de 3 équipes de reportage dans cette salle. Je ne suis pas là aujourd'hui en tant que reporter, mais je suis là en tant qu'un ami de Dr Sobel. Parce que l'homme que vous voyez aujourd'hui devant vous est un homme très courageux. Il sait ce qu'il veut. Cela m'a été confirmé par le service de Nouveau quand j'étais avec eux à Nouveau. Bref, vous avez dit dans le livre que au Mali, les rébellions de ses origines en jour, et vous avez essayé de faire ressortir comme quoi que ce n'est pas une guerre ethnique, c'est vrai. Parce que moi je suis de la première région, plus précisément de Caï. C'est nous. Le maire de Caï, il est Guindo. Et qui connaît Guindo, c'est d'où il vient. Le président du conseil de cercle, il est Timbo. Donc c'est pour vous montrer une fois de plus que ce qu'on veut faire croire au monde entier, c'est pas cela. Mais cependant, professeur et docteur, vous avez écrit un livre, peut-être qu'il ne sera pas lu. Parce que chez nous ici, les gens se disent intellectuels, mais c'est dommage, notre pays on ne lit pas et on n'écoute pas non plus. Chacun essaie de prendre ses désirs comme des réalités. Mais la présence de Maître Bathily dans cette salle m'a un peu conforté, ça sous-entend que vous serez lu. Et surtout également la présence de Maître Tal, quand nous faisons la révolution de 1991, il était encore très jeune. Imaginez-vous, 34-35 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne lisent pas. Et on sait ce qu'ils font. C'est vraiment dommage pour notre pays. Alors l'avenir appartient à eux. Vous avez parlé de la disparition de la France. Effectivement, la France a disparu. Et elle s'est révélée. Ils ont dit que le Mali est déculotté. La raison pour laquelle, quand RFI disait ça, nous également, nous disons sur nos antennes, bien vrai que son coup d'État a été condamné d'une manière ou d'une autre, on disait également que Amadou Aya a été pour le Mali, ce que De Gaulle a été pour la France. Et quand il a été promu général, nous avons dit qu'il a été ce que Napoléon a été pour la France. Parce qu'on sait comment Napoléon est devenu général.
C'est pour cela, en son temps, on n'avait pas condamné. Alors vous avez fait un bon boulot, très bon boulot, mais ça va poser problème parce qu'ils ne vont pas lire. Ce qui est dans ce livre-là aujourd'hui, si les 80%, les 90% des Maliens qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, mais qui ne savent ni lire ni écrire, savaient le lire, on n'allait pas être dans cette salle-là aujourd'hui. Ça pourra que le Mali revienne. C'est ce que je vais vous dire. Je suis dans cette salle en tant que patron de presse. On a remis le livre à notre comité scientifique. On vous a réussi à 2 reprises. La première invitation, c'était lors de l'anniversaire de notre radio, le 4e anniversaire. Vous voyez ce monsieur, c'est lui qui a régularisé, pour dire peut-être réguler, l'espace audiovisuel. Bien vrai aujourd'hui que la destinée de cet espace appartient à un organe indépendant. Quand il venait au département, vous savez, on vendait les fréquences des radios comme du pain. C'est lui qui a mis fin à ça. Et c'est en ce moment que nous aussi, nous avons été autorisés. La raison pour laquelle aujourd'hui, RFM fait la fierté de ses auditeurs. Vous avez vu l'autre jour, 4 ans, il n'avait pas sa robe, mais il était obligé de faire ressortir sa robe de sa valise. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas l'en vouloir. 4 ans, il ne parlait pas. Quand il a commencé à parler, on disait que peut-être on allait lui donner la moitié de cette conférence. Il s'agit de mettre Bachili, que je remercie ici dans cette salle. Alors, bref, on va le lire et on va vous aider à être compris, parce que c'est ce qui est très important. C'est dommage, c'est en français, et on a tendance à se dire que quand on dit quelqu'un est intellectuel, c'est celui-là qui est là devant vous, qui vous parle comme celui-là qui vient d'arriver de Paris. Non, c'est pas ça. Ou bien on vous dit celui-là est religieux, c'est celui-là qui a son turban. Non, il va falloir que cela s'arrête. Ce livre-là, il faut qu'on les aide, professeurs et docteurs, à ce que les Maliens le comprennent. C'est ce qui va sauver notre pays. Alors je suis là, une fois de plus, pour vous dire que je fais partie de vos amis et je ferai partie de ces hommes et de ces femmes qui se battront pour que ce livre soit compris de Kaye à Kidal, parce que ce livre-là peut sauver le Mali. Je vous remercie. Ahmed Ibrahim, doctorat. Je crois que c'est que le docteur j'ai fait un master sur les origines de crise du Nord-Mali à l'université d'Abidjan. Donc voilà ce qui m'a motivé à venir ici aujourd'hui. Je n'ai pas pu assister à la première conférence, mais cette seconde-là, j'ai pu assister à cela. Je suis historien aussi de formation. Donc pour dire qu'effectivement, j'ai été réellement honoré de la présence de Maître Bachili. Réellement, s'il y avait dans le gouvernement des hommes capables de dire de telles vérités, réellement le Mali allait en sortir de ce groupe. Voilà des hommes sur lesquels il faut compter. S'il y avait certains parmi eux réellement dans ce gouvernement-là, réellement la vérité allait être. Mais ce qui manque aux Maliens, c'est le manque de vérité. Et le Malien ne veut pas la vérité. Allez là où le problème se situe en fait. Entre-temps, pour revenir un peu aux origines de la crise du Nord-Mali, ces origines sont non seulement internationales, c'est-à-dire liées à la France, mais aussi à certains pays européens. Les origines également sont liées à certains pays africains qui sont en train d'encourager le processus. Et parmi ces pays africains, je vais citer le Niger, je vais citer l'Algérie, je vais citer la Mauritanie, parce qu'actuellement, jusqu'à la présence de Mara Sekida, on a cessé d'assister réellement à des attaques au niveau de la Mauritanie. Voilà pourquoi on dit que réellement, même les pays africains sont responsables de cette situation qui est arrivée. Entre-temps, je vais surtout revenir sur l'aspect qu'est-ce qui a fait qu'une crise qui est née au nord du Mali a pu se transférer vers le centre. Quelles ont été les stratégies mises en place par la communauté internationale pour pouvoir monter, ou bien vouloir monter de toutes pièces une crise ethnique au Mali, et plus particulièrement au centre. Je me réconforte déjà encore une fois de plus pour dire que le problème du Mali aussi est lié à l'analphabétisme.
bêtise. Parce que si vous regardez les concours qui s'organisent dans l'État, ou au niveau de l'État, il y a plus de catégories B et C que de catégories A. Pour dire qu'on dirait qu'on en veut au cadre. L'effectif qui est demandé dans ces catégories-là est plus que l'effectif des agents de la catégorie. Donc c'est un problème, c'est pour dire que quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut transformer tout le monde en analphabétisme? Voilà pourquoi l'accord n'est pas compris aussi. L'accord n'est pas compris parce que les gens ne savent même pas ce qu'il y a dans l'accord. L'accord n'est pas compris parce que cet accord-là doit être traduit en langage des gens qui le comprennent. Voilà. On met des textes en place. Le pauvre citoyen ne sait même pas s'il y a des textes en place. Je me conforme aussi de la présence de 3 catégories d'individus dans le Nord. Et peut-être que cela va être une chance pour ce pays de ne pas aller à la division. Mais les gens n'en savent pas parce que si les gens parlent à l'intérieur de Bamako, croyant que tous les Mali se résument à Bamako, c'est qu'au-delà de Bamako, plus particulièrement dans le nord du Mali, il y a 3 catégories de populations. Les populations noires, les Touaregs et les Arabes. Mais les gens confondent Arabes et Touaregs. Parce qu'ils ne savent qu'ils ne voient que la couleur. Donc voilà pourquoi je dis que je me conforme, parce que les 3 communautés vivent ensemble, mais dans leur dissidence, il y a un problème qui existe. Si les Touaregs veulent qu'on aille à la division, est-ce qu'on peut réellement, est-ce qu'eux-mêmes peuvent réellement diriger ce pays, c'est-à-dire cette partie du Nord? Parce que de toutes les rébellions, les victimes étaient des Arabes. C'est eux qui avaient de l'argent, c'est eux qui avaient réellement de l'économie. Et au niveau de la 3e rébellion, qui est la rébellion de 2012, ils ont jugé nécessaire de ne pas se laisser faire. Ils ont jugé nécessaire de ne pas se laisser faire. Donc voilà encore un problème. Et la communauté noire, c'est une communauté qui est là. Qui est là. Et vous voyez, qui cherche de quoi manger et subvenir à ses besoins. C'est une communauté pacifique. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour avoir des réponses à cette question. Je vous remercie. Avant lesquels, vous pouvez revenir pour les notes. Je dis qu'est-ce qui a fait que la crise qui est née au nord s'est transférée vers le centre? Première question. Deuxième question, quelles sont les stratégies mises en place par la communauté internationale pour pouvoir créer de toutes pièces une guerre civile au Mali? Voilà les 2 questions. Merci. C'est bien noté. Bien noté. Nous allons poursuivre avec la liste. Sikouba Infomatel. Je demande aux intervenants d'être un peu concis, bref, et rappeler que les questions, les contributions précises sont plus fructueuses. Merci. Bonjour à la communauté internationale quant à la gestion de la crise au Nord. Maintenant, est-ce que vous êtes optimiste que la MINUSMA qui a décidé d'ouvrir un centre au centre du pays avec 2000 éléments par rapport à la mission qui lui est assignée? Est-ce que vous êtes optimiste? Ce qui m'amène à notre question quant à la nécessité du choix d'un haut représentant du président de la République dans cette partie du pays. La dernière question s'adresse principalement au professeur quand il dit que toutes les grandes nations se sont édifiées par des guerres de libération. Maintenant, elle est de savoir, pour le camp malien, est-ce qu'il faut aller à une guerre au détriment des politiques, des questions de politique et de diplomatie qui, selon vous, ont montré leurs limites? Merci. Au peuple. Moi, ma préoccupation à ce niveau, c'est que est-ce qu'en disant toute la vérité au peuple, cela ne va pas engendrer une autre déstabilisation? Merci. C'est
à propos d'une guerre de libération nationale. Cela peut se comprendre de différentes manières. Dans tous les cas, quand ces guerres sont menées, c'est qu'elles ont été imposées. Il y a le cas où le peuple se voit contraint de prendre les armes, bien qu'étant inférieur à l'adversaire, pour le combattre et finir par le buter hors du pays. Il y réussit parce qu'il est dans son bon droit. Et chez nous, il y réussit parce qu'il y a l'adage qui dit plutôt la mort que la honte. Nous sommes élevés au sein d'une culture où on nous enseigne toujours le climat de l'honneur et de la dignité. Mais il y a une autre manière de faire la guerre. Elle peut se faire par l'intermédiaire des idées. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous sommes vaincus parce que nous n'avons pas pu, au plan diplomatique, nous battre. Et, à mon avis, il n'est pas trop tard pour prendre le taureau par les cornes et dire à ceux-là qui nous régentent, depuis New York, depuis Paris, messieurs, ça suffit. Remettons tout sur table et voyons. Il se peut que vous ayez des intérêts chez nous, mais quand même, nous voulons être considérés comme un peuple souverain. Sur cette base, essayons de négocier. Je vous ai cité le cas de la France et de la Turquie. Je reviens au cas de la Turquie. Encore une fois, ceux qui ont imposé un traité à la Turquie vaincue, à l'Empire ottoman vaincu, ce traité a été signé par plus de 30 pays, Et le sultan l'a signé, le gouvernement turc, le gouvernement ottoman l'a accepté. Mais des patriotes se sont levés et ont trouvé un homme qui a pu être le porte-parole. Le traité a été signé, il n'a jamais été ratifié, il a été rédigé, mais il n'a jamais été ratifié. Au cours des pourparlers pour sa ratification, qu'est-ce que Mustafa Kemal a fait et qui par la suite il sera nommé le père des Turcs, Atatürk. Il a pris le traité, il l'a déchiré en pleine séance pour faire comprendre qu'il faut partir sur des bases nouvelles. C'est une forme de guerre. Ce n'est plus avec les armes, mais avec les idées. Nous n'allons jamais envoyer les enfants à la boucherie. Moi, que mes aînés m'excusent, j'ai plus de 70 ans, je ne peux plus prendre garde. Nous ne pouvons pas déclencher des hostilités, une hostilité armée. Mais quand même, au lieu de perdre notre temps dans des débats stériles au sein de ce qu'on appelle le CSA, Comité de suivi de l'accord, d'où il ne sont rien que nous ayons le courage quand même de prendre ce papier et de dire à ceux qui l'ont imposé, au bout de 4 ans, nous nous rendons compte que le compte ne peut pas être mis en œuvre, partons sur de nouvelles bases et insistons. Si nous insistons, si nos dirigeants ont notre adhésion, si la communauté internationale voit que nous sommes fermes dans nos résolutions, ils seront obligés de faire marche arrière. Car, et c'est par là que je vais terminer, l'homme blanc ne vous respecte que lorsque, en face de lui, vous êtes un répondant, vous tenez un certain langage. C'est à partir de ce moment-là qu'il vous respecte.
Mais quand il dicte, vous exécutez, il vous foule aux pieds et ne vous respectera jamais. Je crois que j'ai répondu à la question. Je vous remercie. Merci, professeur. Je présente la parole au président. Merci bien. Je vais embrayer sur l'intervention du professeur avant de répondre aux questions qui me sont posées personnellement. Je vais vous donner 2 à 3 exemples du fait qu'un gouvernement peut dire non à certaines choses. Trouvez-vous normal que les séparatistes édictent des textes pour gérer les populations de Kidal? Textes publiés partout, envoyés à Barkhane, à la MINUSMA, au chef d'état-major général des armées maliennes. Vous voyez bien, pas au gouvernement malien, mais à ces 2 structures militaires. Le 30 janvier 2019. Notre gouvernement n'a rien dit. Ce n'est que le 17 février, lorsqu'une radio étrangère en a parlé, que le lendemain, le CSA fait une réunion et le président du CSA dit que ces mesures sont nulles et non avenues. Mais à côté du CSA, il y avait le représentant du gouvernement. Il y a l'image à la télé, il baissait la tête. Il ne voulait même pas écouter parce qu'il ne voulait même pas que le CSA dénonce cela. C'est une forme de complicité passive. Mieux, quelques jours après, les séparatistes ont dit que de toute façon ces mesures seront appliquées et elles continuent d'être appliquées. Il n'y a eu aucune réaction. Lorsqu'ils ont fêté ils ont célébré l'anniversaire de leur fête d'indépendance, le 6 avril 2019, ils ont organisé un défilé militaire avec leur drapeau. Mais il y avait les représentants de la MINUSMA et de Barkhane là-bas. Qu'est-ce que notre gouvernement a dit? Rien. Il ne pouvait pas dire quelque chose parce que le chef de l'État lui-même est allé en accueil avec ses drapeaux. Donc il y a des choses sur les... Il y a des choses concernant lesquelles on doit avoir le courage de dire non. Mais pour cela, il faut donner l'exemple. Quand vous ne donnez pas l'exemple, vous ne pouvez rien exiger. Les dirigeants des mouvements séparatistes, après avoir terrorisé les populations, tué les personnes, qu'est-ce qu'on a fait? On les a amnistiés pour pouvoir venir à Bamako et être des interlocuteurs du gouvernement. Mais en contrepartie, qu'est-ce que notre gouvernement a? Rien du tout. Rien. Moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit dire non. Mieux, au lieu de les mettre dans des situations de négociation, on a commencé à donner des valises d'argent. Mais ça a duré pendant 20 ans. Et ça continue. Mais si les gens savent qu'en perpétuant la rébellion, ils ont de l'argent, le gouvernement met la corruption et l'achat de conscience comme outil de négociation et d'action gouvernementale. Mais ces gens ne peuvent pas vous respecter. Et comme vous représentez le peuple est victime. Je viens de vous donner l'exemple de cette histoire des autorités intérimaires. Mais c'est des membres du gouvernement malien qui l'ont signé en cachette, en catimini avec les mouvements armés. Ils l'ont fait de publicité parce qu'ils savaient que ce n'est pas normal, mais parce qu'ils voulaient leur donner satisfaction. Si quelqu'un sait que chaque fois qu'il demande quelque chose, vous le donnez, il va continuer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une oligarchie, il y a une nomenclature au Mali qui vit de la rébellion. Et c'est pourquoi elle ne finit pas. Donc quand on dit de faire la guerre, ce n'est pas seulement les armes, la politique. Vous savez, un philosophe dit que la politique, c'est la guerre sans les armes à feu. Comme la guerre, c'est la politique avec les armes à feu, il y a plusieurs façons de se battre. Nous ne disons pas de prendre l'armée, aller occuper Kidal, tuer les gens, ce n'est pas ça du tout. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, il faut dire qu'on ne peut pas les accepter. Quand on a sorti ces arguments devant des délégations étrangères,
Ils ont rencontré l'opposition. On les a sortis ces éléments que je viens de vous citer. Mais ils nous ont dit, mais c'est que nous, on ne peut pas dire, mais votre gouvernement, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça qu'ils nous ont répondu. Ils nous ont dit, votre gouvernement, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait? Mais nous, on a été obligés de nous taire. Et c'est pour cela que nous avons dit au niveau de l'opposition récemment, si on veut reprendre le pays en main, dans le cadre de l'union sacrée, il y a des choses que le Mali doit dire désormais d'une même voix. Opposition, majorité, société civile, religieux, vendeurs, pêcheurs, tout le monde doit parler d'une même voix pour dire qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus dans notre pays. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Je vous dis et je le répète, la majorité des Touaregs et des Arabes ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur a imposé. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont les victimes. Les premières victimes, c'est eux d'abord. Quelqu'un vient de dire, les Arabes font leur commerce, ils sont dans les villes. Quel intérêt ils ont à ce qu'on détruise leurs boutiques et tout soit perdu? Quel intérêt ils ont? Les Touaregs font leur élevage, on les appelle les nomades. Quel intérêt ils ont que tout leur bétail soit tué, que leurs enfants n'aillent pas à l'école? Mais ils vivaient tranquillement dans leur pays. Les gens ont quitté l'extérieur avec le soutien de l'extérieur. Ils sont venus semer le désordre et le chaos dans notre pays. Et notre gouvernement, au lieu d'avoir le soutien de son peuple et dire certaines choses, je ne les fais pas, il accompagne, il donne l'argent, il cède à tout. On ne peut pas réussir comme ça. Alors, Bathily a fait des commentaires, donc je ne reviens pas là-dessus. Ça a fait aussi des commentaires. Je souhaite qu'il nous aide effectivement à vulgariser le contenu de l'accord. Vous savez, moi je suis le premier à vous dire qu'au Mali, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand les séparatistes ont avancé le fait qu'ils sont isolés, ils sont discriminés. Mais nous, on est allé faire dans les archives. En 1990, quand la rébellion éclatait au nord, le 28 juin 1990, mais dans les sections de l'UDP, il y a 10 sections au nord. Les 10 sections, sur 10 sections, les 8 étaient dirigées par des Arabes et des Touaregs. Secrétaire général ou député. Mais personne n'en a fait un problème au Mali, parce qu'on n'a pas ce problème-là. C'est eux qui ont voulu utiliser ça dans leur propagande. Aujourd'hui, le député qu'on a, le député impérial, il est de Koutiaka, c'était Maïga. C'est Abdou Maïga. Nous-mêmes au sein du parti, on blague, on lui dit maintenant, on lui donne un nom Mignaka, Abdou Kozanga Goïta, et il ne s'en plaint pas du tout. Donc on n'a pas de problème au Mali. C'est des faux problèmes qu'on nous a amenés de l'extérieur. Et on a un gouvernement incompétent qui croit que c'est en courant derrière les gens, en cherchant à faire plaisir aux dirigeants séparatistes, à la communauté internationale, dont certains ont un agenda clair et caché pour diviser notre pays, en leur faisant plaisir qu'ils pensent qu'ils vont régler leurs problèmes et se maintenir au pouvoir. Vous savez, bon, il y a Ahmed Ibrahim qui a fait un long développement. Il dit pourquoi la crise au nord s'est étendue au centre. Je crois qu'il n'était pas là. Tout le développement que j'ai fait pendant près de 30 minutes au début de la conférence, j'ai expliqué qu'on a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. On est allé chercher les dirigeants séparatistes qui étaient en exil à Ouaga et à Nouakchott. On les a amenés dans les fourgons de Serval, les installer à Kidal.